Je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Mais maintenant du passé et la période bénie où tout renaît s'offre enfin à nous. Regardez-moi ce ciel qui gronde. Mon Dieu, j'ai envie de pleurer. Si seulement la pluie pouvait arriver. Bon, là c'est pas encore là, mais ça arrive doucement. Ça s'est couvert par là-bas, donc vraiment, mais vraiment, j'espère qu'il va pleuvoir. Je croise les doigts. Por fin llueve. Si. Enfin, il pleut. Au moins, il est sous l'arbre. Eh bien, excusez ma tenue et ma dégaine. Il a fallu qu'on commence la palapa, donc à démonter et à refaire la palapa aujourd'hui pour qu'il se mette à pleuvoir. Il n'a plus de pluie depuis des mois et des mois. Et il faut que ça commence aujourd'hui. Lucelle me dit, franchement, on n'a pas de chance. Que je lui dis, bah, en fait, on aurait simplement dû défaire la palapa plus tôt. Enfin voilà, le plus important c'est qu'il pleuve et vraiment, j'espère que ça va continuer comme ça. Parce qu'on en a grandement besoin. Nous, la terre, les animaux, le potager, les arbres, tout. Donc, croisons les doigts. Ojalá. Je vais voir Eric et après je vais voir maman. On a de la pluie. Une bonne pluie. Oh, t'es fin, chérie. Merci beaucoup pour ce petit goûter. De rien. Merci beaucoup, grand garçon. De rien. Espérons qu'il pleuve assez. Qui dit renaissance dit aussi naissance. Et ces dernières semaines et celles à venir nous ont déjà bien gâtés et ce n'est pas encore fini. rend compte qu'on a un nouvel ananas en floraison, il fait la tête. Hein. Il a clairement besoin d'eau, mais ça va encore être une merveille. Ils sont tellement bons les ananas du ranch. Ils sont rares, mais délicieux. Depuis notre installation au ranch à l'été 2020, de nombreux animaux nous ont rejoints.
Cela faisait partie du plan, de notre plan de vie, mais aussi de notre plan pour tendre vers l'autonomie. Et si nous vous partagerons très bientôt ce que nous avons mis en place au fil des années pour tendre vers notre autonomie énergétique, j'avais envie aujourd'hui de vous partager un petit peu de notre vie avec ces petites et grosses bêtes qui nous apportent autant de satisfaction que de stress et de travail. Katrina puis Chencha nous ont rejoints quelques semaines après notre arrivée, naturellement suivis par mes petites poules puis les canards. Cette nouvelle vie a égrené dans son sillage son lot de joie, de surprises, de difficultés et de premières fois. Il te lâche pas. Je n'ai jamais imaginé que je puisse servir de... Je ne sais pas comment on peut dire, mais... De perchoir, merci chérie. Je précise qu'elle est montée toute seule. Hein? Tu m'as regardé? T'as déployé tes ailes? Nous avions beau avoir des animaux lorsque nous étions plus jeunes chez nos parents. Les poules, c'était une grande première. T'es bien là? Et jamais je n'aurais imaginé m'y attacher autant. Tu te sens en sécurité? Bah oui, je sais, tu parles beaucoup. Hein. Toi, t'es une grande causeuse. Hein. Notre douce Fleurette nous a rejoints le 23 février. Et quelques mois plus tard, elle était passée de seul félin de la maison à 4 félins. Qu'est-ce que tu me disais que vous avez vu ce matin avec Nana? Qu'est-ce qui s'est passé avec le petit chaton blanc? Ah, il est sorti, il était en train de se... Il était proche des croquettes. Et Fleurette, elle l'a pris à la bouche, elle l'a remis ici. Ah bah oui, c'est comme ça qu'elle porte ses bébés. Et les derniers à nous avoir rejoints il y a maintenant un petit peu plus d'1 an, ce sont les moutons. Vous vous en souvenez d'ailleurs peut-être, ils sont arrivés chez nous et ont squatté quotidiennement nos pâturages pendant 1 mois, non sans faire de dégâts et réduire nettement les pâturages disponibles pour Chencha et Katrina. J'étais au potager, j'ai entendu un bruit assez... Ça fait pas partie des animaux qu'on a chez nous. Et regardez ce que je viens de découvrir, en train de paître dans nos pâturages, qu'on essaye péniblement de faire repousser pour les chevaux. Un petit troupeau. Bon, cela dit, ils sont mignons tout plein. Mais ils sont juste pas au bon endroit. On a un petit... Chérie! Mouton, potager! Mouton! Un jour, alors qu'ils avaient envahi le potager et détruit plusieurs lignes de culture, nous avons décidé que nous allions les garder ici, au moins temporairement, et les alimenter comme il se devait. Je viens de journée urgence potager à Sède. On a des visiteurs dans le potager. Nous avons alors décidé ce jour-là de construire de toute urgence un premier enclos pour eux avec les moyens du bord. Le moins que l'on puisse dire, c'est que nous avons été mis dans le bain tout de suite, puisque 2 jours à peine après leur arrivée, un premier agneau venait au monde. Un agneau vigoureux que les enfants appelèrent Cacahuète. 6 jours plus tard, ce sont 2 petites agnelles qui virent le jour sous nos yeux ébahis. Notre petit troupeau comptait alors maintenant 3 petits agneaux tout frais. Aussi frais que nous avec cette nouvelle casquette. Du jour au lendemain, nous nous sommes retrouvés bergers improvisés et nous avons dû apprendre sur le tard, car nous n'étions pas plus bergers que fermiers ou encore agriculteurs.
Grandi déjà. Mon Dieu, que vous avez grandi. Ça va pas être trop mignon. Si les poules, les poussins ou encore les canards ne nous demandent qu'un suivi modéré au quotidien, les moutons représentent une charge de travail bien plus importante. Et la naissance de nouveaux agneaux est un moment très émouvant qui rend plus doux le travail quotidien qu'ils demandent à Sébastien. Tu t'émeus? C'est mignon, hein? Nous avons eu 7 naissances, dont 2 paires de jumelles. Et ce moment de naissance est parfois merveilleux et parfois difficile. 2 de ces agneaux n'ont pas survécu. Un petit agneau mort-né au mois de janvier, vous vous souvenez peut-être que Sébastien vous en avait parlé. Et notre petite Vanille, qui n'a malheureusement pas passé la première nuit puisque sa maman avait refusé de la nourrir. Lorsque j'ai compris que sa mère ne la nourrirait pas, j'ai fait les pieds et les mains pour la traire et nourrir Vanille à la seringue ou au biberon. Mais celle-ci n'a malheureusement pas supporté la chaleur écrasante de ce 14 avril 2023. Il était déjà bien trop tard. Sont Kinder et Bueno. Et oui, lorsque je les ai vus pour la première fois, j'avais très envie de manger une cochonnerie. Nées sous les énergies de la pleine lune le samedi 25 février 2023, elles sont robustes, vives, taquines et grossissent à toute allure. La réalité de notre quotidien de ranchero, comme on nous appelle ici, ne ressemble guère à ce que nous avions imaginé. Pour le meilleur comme pour le reste, le bonheur est multiplié et les difficultés aussi. Notre vie à la ferme est un mélange de douceur et de travail, un mode de vie au sein duquel nous passons notre temps à nous adapter et à apprendre encore et encore. C'est un beau mode de vie, un mode de vie au sein duquel nous voyons nos enfants grandir et s'épanouir, un mode de vie qui nous rend heureux, mais qui n'a rien dans long fleuve tranquille. Après 15 ans d'équitation, je me sentais très à l'aise d'avoir des équidés chez nous à la ferme. Les poules et les canards ne nous ont demandé qu'un petit peu d'adaptation, car c'était une première ou presque. J'avais déjà eu un cheval et des canards chez moi lorsque j'étais plus jeune, alors je ne sortais guère de ma zone de confort. Les ovidés, par contre, c'était une toute autre affaire. Nous avons discuté avec des proches ayant eu des moutons dans notre région, car oui, le peu que nous pouvions en connaître n'était absolument pas adapté à notre climat. Sébastien a aussi regardé bon nombre de vidéos YouTube et nous avons décidé de trouver notre chemin. Et comme pour beaucoup de choses, on a décidé de faire confiance à la nature, à notre instinct
et à celui de nos bêtes. Nous avons donc eu quelques pertes au début, car ne plus donner de vitamines, de compléments et de vaccins tous les 3 mois n'a pas permis aux plus fragiles de s'en sortir. Mais les plus robustes ont passé cette étape sans aucune difficulté et sont devenues plus fortes et plus résistantes au fil du temps. Après l'ensemble des recherches qu'avait pu faire Sébastien, il a décidé de mettre en place une forme de pâturage tournant, qui est malheureusement impossible en sécheresse comme actuellement, mais qui fonctionne très bien tout le reste de l'année. En déplaçant les moutons tous les 3 jours, les parasites n'ont pas le temps de se développer avant que les moutons ne changent de pâturage. Il n'y a donc plus de risque qu'ils s'en nourrissent lorsqu'ils broutent. Et en parlant de nourriture, nous avons décidé de nourrir le troupeau uniquement avec du fourrage produit sur place. C'était d'ailleurs une des raisons pour lesquelles nous avions décidé de les garder dans un premier temps, déjà pour pouvoir mieux les nourrir et ensuite pour pouvoir nous aider à désherber. Lorsque la nourriture des pâturages est insuffisante, nous alternons donc entre le Taïwan, la Mombasa, que nous avons planté uniquement dans ce but-là, et ce que nous désherbons tous les jours, notamment dans le potager. La plantation de Taïwan nous est restée des anciens propriétaires. C'est d'ailleurs bien une des rares choses qui produisait encore, avec quelques cocotiers et agrumes. Nous avons petit à petit réduit la surface de cette culture pour l'adapter réellement à notre consommation nécessaire. Bon, vous faites une ventrée de pourpier, ma belle? Mais oui. C'est plus grand chose, hein. Je leur ai donné il y a 5 minutes. Bon bah oui, c'est bon ça, hein. Oui, c'est bon. C'est ce qu'ils mangent en premier, le pourpier. Après, ils mangent le reste, mais le pourpier... On en a une vraiment, elle est arrivée comme ça. On a beaucoup de mal à la faire grossir, elle prend parfois. Et bon, en tout cas, elle vit. Elle a allaité les deux petites agnelles là, Kinder et Bueno. Et en fait, bon, bah, c'est terrible à dire, mais je suppose qu'elle va bien. Elle a pas de diarrhée, elle est pas malade, elle a rien. Juste, je suppose que c'est Seb en mouton, quoi. Il n'y a pas à faire, tu prends pas un gramme. Bon, plus sérieusement, elle va bien. Donc, on la surveille. Et puis, à date, parmi celles qui n'ont pas survécu, bah, elle a vraiment tiré son épingle du jeu. Elle s'en est très bien sortie, donc voilà, on les nourrit avec ce qu'on sort du potager, avec ce qu'on sort du déblayage du potager, du désherbage pardon, du potager, avec le Taïwan, avec la Mombasa qu'on a plantée, et voilà, on essaye qu'elles aient un rythme avec tout ça, en plus de ce qu'elles mangent au pâturage. Mais bon, comme vous voyez en ce moment derrière nous, là, en pleine sécheresse, c'est très compliqué, c'est même impossible de les laisser juste pâturer, les laisser juste manger. Donc du coup, on est obligé de compléter avec ce que je vous disais avant. Mais sinon, elles mangent tout ce qu'elles trouvent dans les pâturages. On les change très régulièrement, tous les 3 jours en moyenne, tous les 3 à 7 jours, dépendamment de la taille du pâturage. Je dis on, mais c'est Seb. Et voilà, à date, elles se portent toutes plutôt bien. Nos premiers mois de berger improvisé ont été sacrément intenses. À l'époque, j'étais dans le premier trimestre de la grossesse de Céleste et honnêtement, j'étais très fatiguée. Et puis, on n'y connaissait rien, on n'était pas équipés, on faisait avec les moyens du bord et le plus éreintant a été le déplacement perpétuel des clôtures que nous avions improvisé. Oui, improviser est le terme clairement le plus adapté, car si on veut parler d'adaptation, le matériel qu'on avait pour s'en occuper était tout sauf adapté. Et justement, le matériel qui a complètement changé la donne et qui est de loin notre meilleur investissement reste les filets à moutons. C'est mon frère qui nous en a parlé la première fois, et sans eux, on n'aurait clairement pas eu le courage de continuer à les déplacer aussi fréquemment. Ce sont de simples piquets à planter sur lesquels est attachée une maille de corde et entremêlée de filets électriques. Au départ, nous avons fait l'erreur de nous servir du régulateur électrique que nous utilisons pour envoyer du courant dans les paddocks de Chencha et Katrina. Grosse erreur, très grosse erreur. La puissance est bien trop faible et il en faut beaucoup plus pour arrêter les moutons et leurs prédateurs. Et en parlant de prédateurs, cela aura aussi été la principale raison de nos pertes et de difficiles décisions à prendre. Sirius! Une des décisions très difficiles notamment qu'on a dû prendre a été d'éloigner Sirius du ranch dans un premier temps. L'idée était de le laisser plusieurs mois en fait à des gens qui s'étaient proposés de pouvoir l'habituer du coup aux animaux. Nous on avait réussi à dresser
que ce soit Luce à l'époque, bon Caramel c'était pas un Husky, mais que ce soit Luce ou Orion, sans aucune difficulté avec les animaux. Donc on s'est dit, c'est peut-être nous, bon, le caractère de Sirius fait que on a échoué, et en fait il s'est avéré que ça n'a pas fonctionné. On a pris cette décision suite à un bon nombre d'agneaux que Seb a dû aller achever parce qu'il les avait tués. Enfin non, pas tués, c'était pire que ça, ils les avaient laissés à l'agonie, c'était juste attaqué pour jouer. On était assez inquiets, et plus ça allait, moins le dressage fonctionnait en fait avec lui, et pourtant c'est pas faute d'avoir réussi à en dresser correctement avant, c'était vraiment propre à lui. On était assez inquiets puisque là du coup ils s'en prennent à nos animaux, c'était assez difficile, c'était vraiment du sale boulot, et c'était terrible de voir tomber nos bêtes une à une dans un peu tous les pâturages, on va dire, que ce soit au niveau des poules, quel que soit en fait l'endroit. Et puis on a un voisin qui a plusieurs centaines de chèvres juste à côté, puisqu'il fait de la production de lait de chèvre, de fromage, etc. Donc on s'est dit, bon là il est en train d'attaquer nos bêtes. C'est très difficile de voir nos bêtes tomber les unes après les autres. On avait déjà sérieusement réfléchi à certaines choses. On avait essayé de durcir le dressage, mais il n'y avait vraiment rien qui faisait. Et on s'est dit, bon, s'il attaque chez le voisin, ça va être une catastrophe. Et pire que tout, s'il s'en prend à nos enfants parce que il avait tendance à jouer un peu violemment, et les enfants, on avait quand même un peu peur. On s'est dit, là, on va accueillir un 4e bébé. Il faut prendre une décision. Donc à ce moment-là, on s'est dit, bon, ben, la meilleure solution, ça va être de voir si quelqu'un arrive à l'habituer. Ça n'a pas fonctionné. Et c'est une décision qui n'a vraiment pas été facile à prendre, mais qu'on se devait de prendre pour la quiétude, la sérénité et le bien-être mental et psychologique de tout le monde. Parce que les nuits où on est réveillé à 3 h du matin, quand il y a plusieurs nuits d'affilée qui s'enchaînent, parce qu'on le retrouve dans dans le pâturage des animaux, en train d'en chasser un ou en train d'en attaquer un, c'était plus possible. Moi, je dormais plus la nuit. J'avais pas besoin de Céleste pour ça. Mais plus dormir la nuit parce qu'on a un nouveau-né, c'est une chose. Plus dormir la nuit parce qu'on a notre propre chien qui a défié toutes les lois du dressage possible et qui s'en prend à nos propres animaux, c'était une autre affaire, c'était juste plus possible. Donc voilà, ça fait partie des décisions difficiles qu'on a dû prendre dans le fait d'avoir des animaux de ferme qui étaient malheureusement incompatibles, je ne vais pas en dire du tout avec les chiens, ni avec les Husky, puisqu'on en a quand même eu 2 sans aucune difficulté, mais avec Sirius en tout cas malheureusement. Aujourd'hui, après 14 mois à leur côté, nous avons trouvé une routine, un équilibre, avons moins le sentiment de nager dans le flou. Ils ont trouvé leur place au ranch et nous les faisons pâturer sur les terres dans lesquelles nous souhaitons semer ensuite. Ils font partie de l'écosystème de notre petite ferme, même s'il y a des jours où on se dit que tout ceci est quand même beaucoup. Le ranch, notre petite ferme à nous, compte maintenant une jument, un âne, un chien, 3 chats, une vingtaine de poules et des poussins qui ne sauraient tarder, 5 canards adultes et 7 petits canetons âgés de moins d'1 semaine, 7 moutons et notre rucher d'où nous avons sorti dimanche dernier 56 litres de miel. Bon, la récolte a commencé depuis à peu près 3 heures. On avait énormément de miel, alors on en gardait beaucoup dans les ruches, mais il y en avait quand même pas mal à sortir. On avait beaucoup rajouté de bastidor, donc des cadres ces dernières semaines, parce que c'était plein. Donc moi honnêtement, je suis trop fatiguée pour pouvoir réciter, donc voilà. Bon, moi de mon côté, je me suis occupée de Céleste, je suis épuisée, j'avais vraiment envie de partager, d'aller pour la récolte, mais honnêtement, je suis pas capable, je suis trop fatiguée. Je viens de rendormir Céleste, donc je vais voir un petit peu comment ça se passe, et puis vous montrer un peu ça. ¿Sabes? Empieza a mover la miel que está en el fondo.
Bon, et ben ça y est, 30 cadres exprimidos. Vidés, on va dire, exprimés par la force centrifuge. Bon, 34 passés du coup à l'exprimidor. Les 30 cadres nous ont donné quasiment 2 cubetas pleines, sachant que chaque cubeta fait 26 litres. Donc 26 litres, c'est 19 kg de miel. Donc voilà, on a du miel pour un peu de temps. Sachant qu'on en passe aussi aux abeilles quand il y a peu de floraison, quand il y a des problèmes comme énormément de pluie qui fait qu'il n'y a plus de pollen en fait sur les fleurs. Enfin voilà, ça peut nous arriver d'avoir à les nourrir. On ne les nourrit jamais au sucre. On fait toujours un sirop avec du miel. Donc on prend systématiquement. Mais là, il leur en reste encore de toute façon. Le but, c'est absolument pas de vider les ruches, mais plutôt de sortir une partie de l'excédent et leur laisser le reste. Là, on est assez content de la récolte. On va pas se mentir, c'est la première fois qu'on arrive à récolter autant. Les dernières fois, on avait récolté, mais c'était pas dingue par rapport à l'investissement que ça demande. Mais là, ça y est, ça fait plaisir.